Bienvenue dans le SEO Show, le podcast qui parle sérieusement de SEO et d'IA sans trop se prendre au sérieux. Nous, c'est Kate et Marie-Lou. Ici, nous décryptons le SEO d'aujourd'hui sans filtre et sans langue de bois. T'es prêt ? Alors c'est parti. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je prends une minute pour me présenter. Moi, c'est Kate Herschwez, cofondatrice et experte SEO chez Flair Agency. Flair Agency, c'est l'agence SEO la plus proche de vous, la plus proche de ses clients. On propose un accompagnement ultra personnalisé sur toutes les plateformes, SEO, IA et jusqu'à Pinterest. Et dans ce podcast, justement, on te partage notre vision du SEO, nos vrais retours terrain et ce qui fonctionne vraiment aujourd'hui. Tu peux nous retrouver sur LinkedIn à travers la page Flair Agency, mais également sur mon profil personnel, Kate Herschwez. Alors aujourd'hui, j'avais vraiment envie de dédier un épisode à la technique. C'est souvent la technique SEO, un sujet qui fait peur, un sujet sur lequel j'ai trop entendu de gens, de femmes notamment, dire que ça a été trop compliqué, qu'elles étaient douées sur plein d'autres choses sauf la technique. Et je voudrais dire à toutes ces personnes qui tremblent devant la technique qu'il n'y a aucune raison. Et très clairement, c'est juste une question de checklist. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'avais envie de dédier cet épisode à la checklist pour un audit technique. En fait, il te suffit de comprendre, de connaître plutôt, tous les points qu'il faut absolument analyser. Et après, c'est juste une question d'observation et d'analyse, et de ne surtout pas avoir peur finalement de ce vocabulaire un peu barbare, parce que ça ne veut pas du tout dire, ce n'est pas du tout à l'image de la difficulté qu'il représente, c'est simplement qu'il y a beaucoup de choses à analyser, et c'est souvent tout le temps les mêmes choses, et qu'il faut juste les connaître. Mais une fois que tu as cette checklist, finalement tu as un cadre, une structure qui te permet du coup d'être ordonné dans ton analyse, et d'être du coup efficace. Au-delà de ça, au-delà du fait de, quelque part, démystifier un sujet qui fait peur, j'avais aussi envie que le SEO technique, finalement, on dédie un épisode pour lui redonner ses lettres d'or, que ça soit plus seulement un gars comme ça, ce stéréotype qui est au fond de sa cave, en train de geeker, en train de coder, et que ça soit quelque chose qui soit vraiment accessible à tout le monde. Et je vous promets que c'est très accessible. Il faut juste, effectivement, avoir cette checklist. Et pourquoi je veux absolument que ça soit le plus accessible possible ? Parce qu'à l'ère du GEO, à l'ère où il est indispensable d'être positionné dans les LLM, il faut absolument que les sites soient vraiment qualitatifs d'un point de vue technique et SEO technique. Parce que quand on a des nouveaux outils comme les LLM, souvent c'est des outils qui vont potentiellement manquer de ressources, qui ne vont pas être capables de comprendre certains langages. Et du coup, il ne faut pas leur en demander trop. Et pour faire face finalement à leur fainéantise, il faut quelque chose de très clair, de très structuré. C'est pour ça que là, justement, pour booster la visibilité dans les LLM, on va parler souvent de structure, de données structurées. Et finalement, c'est les basiques SEO qu'il faut absolument suivre. Et il n'a jamais été aussi important, il n'y a jamais eu autant d'enjeux finalement, à avoir un site clean d'un point de vue SEO technique qu'aujourd'hui avec toutes les opportunités qu'il y a à saisir. Donc maintenant que tu as bien compris, que tu as très bien fait de te dire « je vais écouter cet épisode », ce que je te propose de manière assez scolaire finalement, c'est de te donner la checklist que moi, je t'avoue, j'ai tout le temps sous le coin de la table comme ça, sous le coude, pour être sûr de ne rien oublier. Parce que tu le sais, en fait, le diable est dans les détails, et surtout dans le SEO technique. Finalement, on peut passer à côté d'un truc qui bloque juste parce qu'on a oublié de regarder ce point. Et donc, il faut toujours avoir une checklist. Toujours. Moi, j'ai un Excel où il y a tous les points que je dois checker, et j'ai des petites coches à cocher à côté, que je coche justement, pour être sûr de n'avoir rien oublié. Et donc, de manière très scolaire, on va dérouler ensemble tous les points que tu dois regarder. Il n'y a pas forcément, ma liste n'est pas forcément par ordre de priorité. Je n'y vois pas là forcément, déjà je vais faire les 5 points qu'elle vient de me dire là, et puis après le reste on s'en fout. Il n'y a pas d'ordre de priorité. J'estime que
tout est important. Après, chaque point, forcément, résonne aussi un effort différent. C'est-à-dire que, par exemple, si on parle de profondeur de page versus être sûr que son robot TXT ne bloque aucune page importante, à corriger, forcément, la profondeur de page, généralement, est un peu plus laborieuse que le robot TXT juste à réécrire. Mais voilà, je voulais qu'on soit, toi et moi, clairs là-dessus. Il n'y a pas d'ordre de priorité. Tout, je dis bien tout, doit être checké lorsque tu fais un audit technique. Donc, premier point que tu vas regarder, je viens de te le citer juste avant, c'est le robot TXT. C'est ce fameux fichier que tu dois checker pour surtout t'assurer. Alors, généralement, il est réalisé de manière assez automatique sur tous les CMS un peu connus, que ce soit Shopify, PrestaShop et tout ça. Mais tu en auras toujours un. Mais l'erreur que tu peux avoir, c'est que finalement, ce robot TXT, il soit mal écrit et qu'il bloque finalement un espace stratégique de ton site. Donc ça, tu dois t'assurer de le regarder et de t'assurer qu'il n'y a pas une commande un peu bizarre qui finalement bloquerait tout un espace de ton site. Ensuite, tu vas checker le sitemap XML. Donc à ne pas confondre avec le plan de site HTML. On parle bien du sitemap XML, qui est donc un fichier qui va lister toutes les URL de ton site. Pourquoi c'est important ? Parce que généralement, c'est surtout important pour les gros sites. Quand j'entends gros sites, c'est environ, en tout cas plus de 10 000 URL, parce que tu vas être dans des enjeux d'exploration de la part de Google. Et d'ailleurs, on va revenir sur ce point-là d'exploration, d'indexation dans ce podcast. Mais du coup, vu que c'est un enjeu l'exploration, le sitemap XML va t'aider justement à faire en sorte que Google, sur un fichier très simple, bête et méchant qui liste toutes tes URL, du coup qu'il ne passe pas à côté d'une URL importante. Donc ça, tu vas t'assurer surtout qu'il existe. Ça, c'était déjà un premier point. Mais le deuxième, que toutes les URL importantes y soient. C'est-à-dire que ton sitemap y soit bien à jour. C'était pas un truc qui était là au début avec 10 URL. Puis finalement, tu as fait évoluer ton site comme un dingue. Et maintenant, tu as 10 000 URL, sauf que ton sitemap, il n'est pas du tout à jour. Donc, on s'assure qu'il existe, que toutes tes URL stratégiques soient là, et surtout qu'ils soient à jour, du coup, avec la version de ton site. Ensuite, tu vas me regarder la structure du site. La structure du site, c'est la structure HN. C'est-à-dire que tu vas t'assurer déjà, premièrement, que sur ton site, il y a bien ces éléments de template, c'est-à-dire que tu as bien la possibilité de renseigner un H1, un H2, un H3, un H4, un H5, un H6. Je vais m'arrêter là, mais généralement, ça va jusqu'à H6 dans les templates. Pour le coup, les 3 premiers HN sont les plus importants, H1, H2, H3. Le reste un petit peu plus anecdotique pour ton optimisation SEO. Mais donc, tu vas t'assurer que tes contenus soient bien structurés avec des H1, des H2 et des H3 qui correspondent du coup à des titres et des sous-titres. Et du coup, si tu veux aller un tout petit peu plus loin, au-delà même de voir ce balisage-là disponible sur ton site, tu me regardes que le contenu qui est à l'intérieur est bien optimisé. Ça veut dire en gros avec des mots-clés et avec un peu de contexte. Ensuite, tu vas regarder la structure des URL. Tu vas regarder si tes URL sont assez claires, si elles correspondent bien à la navigation de l'utilisateur, c'est-à-dire que quand on est sur la partie blog, que tu es bien ton répertoire blog, quand on est sur une catégorie de produits, tu es bien le répertoire catégorie qui s'affiche, avec le bon nom de la catégorie produit. Quand tu es sur une fiche produit, que ce soit bien le nom assez explicite de ton produit qui apparaît dans ton URL. Bref. On évite tout ce qui est une suite d'identifiants, des trucs un peu flous, des trucs pas dans la bonne langue. Tu regardes si ta structure d'URL est cohérente. Et je viens de te dire tout à l'heure, en toutes les langues justement, assure-toi que quand tu es sur un site français, tes URL soient bien en français et que, à l'inverse, quand tu es sur un site anglais ou espagnol, que l'URL corresponde à la langue du site. Il faut que, entre le contenu, en tout cas la langue proposée sur ton site, et la langue proposée dans tes URL, il faut qu'il y ait cette cohérence. Et donc voilà, assure-toi que tout est bien construit à ce niveau-là. Ensuite, tu vas aller checker la profondeur des pages. C'est-à-dire que tu vas regarder s'il n'y a pas finalement des pages stratégiques qui sont très très loin dans la navigation. C'est-à-dire, est-ce que l'internaute, avec quelques clics, arrive facilement à ma page ou il faut qu'il aille jusqu'à une profondeur abyssale, labyrinthe, pas possible, pour finalement y accéder. Donc ça s'appelle analyser la profondeur des pages. Effectivement, ça va être l'un des critères de Google.
il faut s'assurer que toutes les pages stratégiques de ton site soient accessibles assez facilement, c'est-à-dire pas au-delà, généralement. Si tu veux un chiffre pour avoir une sorte de référence, au-delà de 4 clics, ça devient un peu trop profond. Donc, toutes tes pages stratégiques doivent être au-dessus de ça et donc beaucoup plus accessibles. Ensuite, tu vas regarder les statuts codes. Les statuts codes, c'est un peu comme une plaque d'immatriculation pour une voiture. C'est-à-dire que chaque page a un statut qui est donné, j'ai envie de dire par Google, mais en vrai plutôt par les serveurs de ton site. Donc, une page qui fonctionne bien, c'est un statut 200. Une page qui a été redirigée, donc potentiellement une page qui n'existe plus, mais que on a redirigée vers la nouvelle page qui est la nouvelle offre, par exemple. Généralement, ça va être sous un statut 301 et 302. Et ensuite, tu vas avoir les statuts codes 400, généralement les statuts codes 404, qui là sont assez mauvaises et que tu vas te précipiter à les corriger, qui sont des URL en erreur. En gros, l'URL est toujours indexée dans Google, mais malheureusement, en fait, elle n'existe plus. C'est un peu comme si tu avais déménagé et que tu avais oublié de dire aux impôts que tu avais déménagé et du coup, ils n'ont plus aucun moyen de te contacter. Et ça, tu as intérêt plutôt à faire FISA pour donner ta nouvelle adresse aux impôts pour effectivement éviter qu'il t'arrive des bricoles. Là, c'est un peu pareil avec Google. Bon, tu n'auras pas généralement de choses à payer, mais ça peut te poser des problèmes en termes de résultats parce que c'est un signal assez négatif pour Google d'avoir beaucoup de pages en 404. Tu vas aussi avoir des statuts codes 500. Généralement, là, ça veut dire que quand ça remonte des 502 ou des 503, que tu as des petits problèmes serveurs. Tu as des lenteurs, effectivement. Tes serveurs n'ont pas réussi à envoyer la page. C'était trop lent, le temps de réponse était trop lent, il y a des lenteurs serveurs. Donc ça va être important aussi de les analyser. Donc toi, dans ta checklist, vraiment n'oublie pas de checker ces statuts de page, t'assurer que la majorité de ton site répond en 200, que tu as des redirections 301, ok, mais non plus pas à foison, et que tu as bien redirigé les URL qui devaient être redirigées. Et ensuite, tu t'occupes vraiment de tes 404 et les statuts 500, là, ça veut dire que tu as des problèmes serveurs, donc ça, il va falloir le régler. Au-delà des statuts codes, tu vas aussi checker les balises canonical. Les balises canonical, c'est un mot un peu barbare, mais finalement, l'observation est assez simple. De manière assez basique, toutes tes pages doivent avoir une self-canonical. C'est-à-dire que, par exemple, tu es sur une page qui s'appelle podcast.com/blog. Quand tu regardes dans le code source HTML de ta page, il faut que dans l'encart canonical, donc dans la balise canonical, tu aies égal la même URL, c'est-à-dire podcast.com/blog. C'est ce qu'on appelle une self-canonical. C'est comme ça que ça doit être codé. Ne rentrons pas dans les détails. J'ai envie que ça soit simple pour toi aujourd'hui. Et si du coup, tu vois que tu n'as pas de canonical dans ton code source, il faut absolument que tu en rajoutes une. Et si tu vois que ta canonical, elle est un peu bizarre, sache qu'il faut que tu la corriges. Et de manière assez basique, rentre l'URL de ta page. Ensuite, tu vas aller regarder les pages orphelines, t'assurer qu'il n'y en a pas. Les pages orphelines, c'est celles qui, finalement, tout à l'heure, on parlait de profondeur de page, ne sont reliées à aucun espace de ton site. En gros, elles flottent comme ça dans la galaxie sans être vraiment rattachées à une quelconque... J'allais continuer ma métaphore de la galaxie, mais vu que je suis pourrie en astronomie, je ne pourrais pas la continuer. Mais en gros, c'est comme si elle vivait comme ça, elle gravitait autour de ton site sans jamais être reliée. C'est un peu Gravity quand le moment où elle s'est décrochée et qu'elle flotte dans l'espace, c'est un peu la même chose. C'est un peu l'image que j'ai, moi, des pages orphelines. Et donc, il faut s'assurer que tu n'en as pas parce que, tout simplement, si elle flotte comme ça, sans aucune attache reliée à ton site, Google, il va avoir potentiellement de grosses difficultés à l'explorer, à l'indexer. Donc, il faut vraiment s'assurer que c'est pas quelque chose de commun sur ton site. Tu vas aller regarder aussi la pagination de ton site. Effectivement, la pagination, c'est de base quelque chose qui n'aide pas vraiment ton SEO.
C'est quelque chose qui est assez difficile à gérer en termes de duplication pour ton SEO. Donc moi, la règle que j'ai envie de te donner, moins t'as de pagination et moins t'as de problèmes. Sauf que parfois, et c'est comme ça, pour faciliter la navigation, notamment sur un site éditorial ou un espace éditorial, la pagination est quand même l'un des moyens les plus simples. Donc on peut pas faire autrement. Le but, c'est que, certes, c'est pas terrible en SEO, mais viens, on essaie que ça soit pas catastrophique. Donc la pagination, tu vas bien regarder que ça soit bien avec du balisage Next et Prev. Je sais que sur Google, ça n'existe plus, mais n'oublions pas qu'il n'y a pas que Google et que Bing, notamment, existe. Et ça fait pas de mal. Moi, je me dis, elles sont là, qui les veut, les prend, mais au moins, elles ont le mérite d'être là et de structurer tout ce qui se passe sur mon site. Donc on s'assure que la pagination est bien structurée avec ce genre de balisage et surtout, on s'assure que ça soit pas un peu cochon et que j'ai pas 1000 fois la même title, 1000 fois le même machin entre toutes mes pages. Et donc ça, on va bien regarder à ce niveau-là que tout soit clean, tout soit personnalisé pour qu'on ne crée pas de duplication de contenu. Ensuite, on va aller regarder le hreflang. Si tu es sur un site international, et donc là, c'est pas le sujet du jour parce que le SEO international mérite un épisode complet. Et d'ailleurs, potentiellement, si tu m'écoutes, je sais pas trop dans quel ordre on va diffuser ça, mais potentiellement, l'épisode est déjà sorti sur le SEO international, donc je t'invite à l'écouter. Ou sinon, continue à suivre tous nos épisodes car l'épisode du SEO international va bientôt sortir. Mais donc du coup, c'est un gros sujet le SEO international, mais sache que si tu es sur un site multilangue, tu dois avoir absolument la présence de balises hreflang. Et donc le balisage hreflang, si tu es sur un site international et que tu envoies R0 Walou, c'est nulle part, c'est que c'est mauvais signe. Et dans ce cas-là, il va falloir entamer un chantier d'un point de vue hreflang et donc d'en discuter avec les devs. Après, tu vas aller regarder, checker tout ce qui se passe du côté des données structurées. Est-ce que j'ai les bonnes données structurées de renseigner ? Est-ce que j'en ai déjà ? Il faut absolument que tu en aies. La réponse, c'est oui, il faut que tu en aies. Donc déjà, ça, assure-toi de ça. Mais qu'en plus, après, tu aies les bonnes. C'est-à-dire que quand tu es sur une fiche produit, il faut que tu aies la donnée structurée product. Quand tu es sur une homepage, c'est bien d'avoir une donnée structurée web et organization. Si tu es sur une page qui propose de la FAQ, c'est bien d'avoir de la donnée structurée FAQ. Donc, assure-toi déjà que sur ton site, la donnée structurée, s'il n'y en a pas, c'est que déjà, il y a de l'optimisation à fournir là-dessus. Et ensuite, si tu en as, assure-toi que tu n'es pas passé à côté de super données structurées qui pourraient bien structurer, comme le nom l'indique, le contenu de ton site. J'insiste parce que du côté des LLM, c'est quand même très important. Ensuite, tu vas aller regarder tout ce qui se passe du côté du fil d'Ariane. En fait, le fil d'Ariane, c'est ce fameux petit bandeau. Je sais pas trop comment le décrire parce que c'est pas vraiment un bandeau. On n'est pas du tout dans du bandeau cookie ou de la bannière, mais vraiment, c'est un fil, comme son nom l'indique, quelque part, qui va suivre ta navigation. C'est-à-dire que, par exemple, tu as été sur le site podcast.com, tu es sur la homepage. Après, tu vas sur studio d'enregistrement. Et généralement, quand tu es sur la page studio d'enregistrement, dans le fil d'Ariane, tu as homepage, un petit trait, studio d'enregistrement. En fait, ça suit ta navigation. Si après le studio d'enregistrement, tu vas sur mixage audio, tu vas avoir un fil d'Ariane qui fait ta homepage, le studio d'enregistrement et le mixage audio. Il faut vraiment qu'il soit en place, ça aide à l'exploration de tes pages par Google. Et en plus de ça, pareil, ça permet de structurer vraiment ton site. Donc ça, là-dessus, tu dois t'assurer que le fil d'Ariane est en place. D'ailleurs, petit tips, il y a des données structurées pour vraiment baliser, structurer le côté fil d'Ariane. Et en plus de ça, tu vas t'assurer aussi qu'il suit bien la navigation, qu'il est assez cohérent. Car le SEO, ne l'oublions pas, c'est avant tout une expertise qui met en exergue la cohérence. Il faut que tout soit cohérent aux yeux de Google. Et après, si tu veux aller plus loin, dans ton analyse technique, au niveau de la checklist, il ne faut surtout pas oublier la web performance. La web performance, c'est l'analyse de tes temps de chargement. Donc là, s'il te plaît, de manière très simple, déjà de base, tu vas aller sur PageSpeed Insights, tu vas rentrer des URL pour tester si ton site est rapide ou non. Donc tu vois, avec tout ça, déjà, tu as une super base de checklist complète à aller checker lorsque tu fais un audit technique. Et donc, tu vas prendre le temps de regarder, de lire chaque point, sans paniquer. Et une fois
que tu es sur un problème, tu dis « Ok, là j'en ai pas, qu'est-ce que je peux optimiser ?» Tu y vas step by step. Et effectivement, les outils qu'on a actuellement, comme Perplexity, ChatGPT ou Gemini, permettent aussi de je souffle et je vais aller chercher la définition et on va m'expliquer très clairement, par exemple, ce que c'est qu'un CLS pour les temps de chargement ou qu'est-ce que c'est que exactement une erreur 502 et comment la corriger. Enfin voilà. Mais on panique pas. Déjà, avec cette checklist-là, tu as une structure et au moins tu sais quoi regarder. Et quand on a déjà ce guide-là, moi je trouve personnellement que ça détend. Et d'un seul coup, l'audit technique nous paraît beaucoup plus faisable. Alors, petite pause avant de continuer. Si ce que tu entends résonne avec tes enjeux actuels, si tu manques de visibilité, si tu as des difficultés à transformer ton trafic, ou si tu as besoin tout simplement de structurer ta stratégie SEO et IA, sache que tu peux échanger directement avec nous. Tu te rends sur le site de Flair Agency et tu vas pouvoir prendre rendez-vous gratuitement en 2 clics. Vraiment, c'est 2 clics. Et du coup, je te laisse le lien en description. Et vu que maintenant tu sais ça, on peut reprendre. Alors, au-delà de cette checklist pour ton audit technique qui te permet vraiment d'avoir un cadre et au moins de savoir quoi regarder sur ton site, moi, ce que je dis à chaque fois à tous les experts que j'encadre et dans l'équipe, c'est que au-delà même de cette checklist, en fait, toi-même, tu peux être une réponse à tes problématiques. Je m'explique sur cette phrase un peu philosophique. En fait, rien que toi, si tu navigues sur le site, tu peux voir des erreurs. Parce qu'en fait, toi qui navigues sur le site, en fait, t'es dans les shoes d'un internaute. Et ce qu'on veut, c'est que l'internaute, quand il vienne sur notre site, que tout soit clean, que tout soit explorable, qu'il n'y ait pas de latence, que tout soit hyper accessible, que toutes nos pages stratégiques lui pop au nez. Et du coup, en fait, mets-toi dans ces shoes-là, toi-même. Sors un peu, prends un peu de recul et navigue sur le site. Prends le temps de naviguer sur le site, va explorer, clique sur les liens, va fouiner. En gros, fais l'explorateur. C'est toi l'explorateur. Moi, ce que j'adore dans mon métier, c'est que j'ai l'impression parfois d'être une enquêtrice, d'être là en mode inspecteur gadget avec ma loupe et d'aller chercher ce qui va pas et de voir les indices et non, et c'est ça. En fait, navigue sur le site. Arrête de te focus uniquement sur des outils, prends le temps toi-même de naviguer sur le site et c'est comme ça qu'on fait un bon audit technique. Et mon deuxième tips, au-delà même des checklists, c'est cette fameuse commande site 2 points. En gros, tu vas dans Google, dans la barre de recherche, tu tapes site, S-I-T-E, 2 points, sans espace, et là tu colles la homepage de ton site. C'est-à-dire, si on reprend l'exemple que je vous donne depuis le début, le fameux podcast.com. Tu me copie-colles l'URL de ton site, site 2 points, l'URL de ton site, et tu regardes ce que te propose Google. Et en fait, ça te permet d'avoir une overview un peu du site. Moi, je sais que, tu vois, quand on me demande d'auditer un site, que ça soit en phase d'appel d'offres ou quand c'est l'un de mes clients, moi, avant de me plonger dans un outil ou de me plonger sur le site, je fais « Attends, moi déjà, j'ai besoin d'une overview. C'est quoi le squelette du site ?» Et en fait, avec le site 2 points, je comprends les différents répertoires, je comprends à peu près les espaces sur le site. Déjà, je vois direct les titles et les H1 s'il y a un problème, parce que ça me pop direct aux yeux. Et ça permet, je trouve, de scanner un peu le site de manière assez macro. Donc c'est franchement mon gros tips à ce niveau-là, c'est franchement de faire le site 2 points. Ça peut paraître bête, mais moi je trouve que c'est l'arme redoutable d'un bon expert SEO. Et après tu vas me dire, ouais ok, j'ai ma checklist, j'ai 2 tips que tu viens de me donner pour prendre un peu de recul, mais très clairement je peux pas faire ça à la main. La checklist, je peux pas checker ça tout seul. Comment je fais ? Effectivement, sur la partie audit technique, en fait, tu vas principalement être accompagné. En tout cas, moi, c'est le conseil que je te donne, être accompagné de 2 outils, 2 types d'outils principaux. C'est le premier, le crawler. Ce qu'on appelle le crawler. Il y en a à peu près 2-3 hyper connus sur le marché. Le premier, c'est Screaming Frog. Screaming Frog, ce qui est cool, c'est que c'est gratuit. Tu peux crawler donc 500 URL gratuitement. Donc ça, c'est chouette, on adore.
Au-delà, il te faut une licence, mais en tout cas, la licence est ultra accessible. C'est franchement un investissement qui peut être facile à faire et pour toutes les bourses. Et après, tu peux avoir aussi le crawler on-crawl. Donc là, on-crawl, c'est un peu plus cher, mais le gros point de on-crawl, c'est que tu vas avoir de la data vise. J'entends par là que Screaming Frog, c'est assez brut de décoffrage. Tu vas avoir des listings de données qui vont être affichés, qui peuvent faire un petit peu peur, même si, encore une fois, on souffle, on respire, ça va très bien se passer. Mais c'est vrai que ça peut faire un petit peu peur. Et puis, c'est vrai que si tu veux faire une démo à un client, c'est un petit peu moins sympa. S'il connaît pas trop le SEO, il peut se dire wow, « Qu'est-ce qu'elle est en train de me montrer ?» Mais du coup, c'est vrai que on-crawl, les graphiques sont jolis, la couleur est jolie, ça permet directement de voir les erreurs. Et c'est vrai que c'est plus accessible. Si t'es pas habitué à la technique, c'est vrai que c'est assez accessible. Et même si t'es très habitué à la technique, c'est très expert on-crawl. Donc c'est pas parce que ça fait de la data vise que c'est juste joli. Pour le coup, c'est aussi très efficace. Mais c'est vrai que c'est le gros point fort de on-crawl. Et ensuite, l'outil que je te recommande à 100% et qui est trop sous-coté sur la partie technique, c'est vraiment la Search Console. Et oui, sur la partie Search Console, tu peux avoir bon nombre d'informations techniques et je trouve que parfois, justement, on a trop facilement ce côté de « je vais me jeter sur un crawler », donc du coup, je vais investir de l'argent, alors que déjà, surtout pour les petits sites, on peut avoir énormément d'informations via la Search Console. Très clairement, vous avez la possibilité de voir le nombre de pages indexées, le nombre de pages explorées. Justement, les statu codes dont on se parlait tout à l'heure, c'est clairement quelque chose que tu peux avoir. Tu peux avoir tout le renseignement par rapport à tes balises canonical. Donc, déjà, tu as beaucoup d'informations sur l'état de santé de ton site. Donc, je t'en prie, avant de te focus sur le crawler, en te disant c'est comme ça que ça marche l'audit technique, va aussi regarder la Search Console. Ça peut être hyper intéressant et instructif, déjà pour aller corriger les premières choses qui vont pas. Tu vois, tout à l'heure, on parlait des données structurées. Si tu as des erreurs de données structurées, des choses qui sont mal remplies, tu vas directement aussi avoir cette information-là. Donc, vraiment, la Search Console, on la laisse pas de côté. En gros, on laisse pas la Search Console dans un coin. Les baby, on fait de la Search Console pour la partie technique, très clairement. Et ce que je voulais aussi te dire, parce que peut-être que tu te poses la question de SEMrush ou Ahrefs, ce genre d'outils pour la partie audit technique. Alors moi, je les recommande pas forcément. Après, je sais que, vu que c'est des outils assez complets et assez chers, on va vouloir qu'ils fassent tout, notamment la partie technique, et pas s'encombrer d'autres outils. Pour le coup, je te recommande vraiment de ne pas les utiliser pour ça, parce que premièrement, c'est pas des outils dédiés à ça, c'est pas leur premier rôle. Et du coup, il y a des choses qui peuvent manquer, des choses qui sont, je trouve, assez anxiogènes parfois, où on va avoir des gros messages en rouge comme ça, alors que finalement, le problème n'est pas si grave. Et en fait, ça manque de données pures, c'est-à-dire que ça manque de fichiers de Data Explorer à justement analyser pour venir corriger correctement potentiellement ces problèmes-là. Et surtout, en fait, à un moment, quand tu vas vouloir corriger des problèmes techniques, il va falloir que tu entames des discussions avec un développeur. Et quand il va te demander des fichiers data, je te jure qu'avec un SEMrush ou un Ahrefs, tu vas avoir du mal. Et c'est clairement plutôt un crawler et la Search Console qu'il va falloir avoir sous le coude. Je te ne recommande pas de être focus sur SEMrush ou Ahrefs pour ce genre de points et te dire « Ah, c'est bon, j'ai mon projet et là, je vois tout qui est dans le vert, ça veut dire que tout est cool ». Non, vraiment pas. Potentiellement, il y a des choses qui ressortent pas du tout sur ces outils-là et qui pourtant peuvent être très pénalisantes pour ton SEO et ta visibilité dans les LLM. Donc ça, c'est vraiment mon tips ultime. Surtout, ne reste pas collé à Ahrefs et SEMrush. J'espère que cet épisode va te permettre d'être plus serein, d'être plus sereine face à l'audit technique. En tout cas, tu as toutes les clés, toutes les choses que tu dois absolument analyser. Tu as ta checklist complète. Donc, on arrive à la fin de cet épisode. Du coup, n'hésite pas à t'abonner au podcast pour ne rater aucun prochain épisode. Vous pouvez aussi, ou tu peux, parce que je sais jamais si je dois te tutoyer ou te vouvoyer, mais on va partir du principe que je vais te tutoyer. Tu peux aussi me retrouver sur les réseaux sociaux où on partage régulièrement, franchement, à travers aussi la page Flair Agency, régulièrement des analyses SEO, des retours d'expérience, les coulisses de l'agence. Le but, c'est vraiment d'être proche de vous, de notre communauté. Tu nous retrouves donc sur LinkedIn, sur YouTube aussi, où on a tous nos replays de nos émissions Twitch et du coup sur Twitch.
Et tout est en description. Si tu cherches où nous trouver, tu as tous les liens en description. Du coup, je te remercie pour ton écoute et on se dit à très vite pour un nouvel épisode.